Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 pour vous informer à la une de ce 20h. Le traditionnel dialogue entre gouvernement et partenaires au développement a eu lieu ce vendredi. Le bilan du PND 2016-2020 a été dressé. Il en ressort des avancées au niveau du maintien du taux de croissance. Les partenaires encouragent le gouvernement dans sa volonté d'améliorer la performance. Le procureur de la République, Adou Richard Christophe, annonce l'ouverture d'une enquête sur 15 dossiers visant des faits de corruption et infractions assimilées. Le procureur a été saisi par la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Le préjudice est estimé à plusieurs dizaines de milliards de francs CFA. L'État ivoirien veut maîtriser les risques budgétaires, mais comment assurer justement une gestion qui réduit ces risques dans des proportions qui n'entravent pas la santé des finances publiques? Des spécialistes tentent de trouver une réponse. Ils sont en réunion à Grand Bassam. Notre dossier vide ici de ce 20 porte sur la quête de l'excellence. Nous marquerons un arrêt à l'INPHB et l'NCA, deux établissements qui forment des cadres de la Côte d'Ivoire et de la sous-région. Comment enseignants et étudiants travaillent-ils à la promotion de l'excellence? Réponse dans ce 20h. Soyez les bienvenus sur RTI1. On commence tout de suite par cette actualité. On note l'ouverture d'une enquête sur 15 dossiers visant des faits de corruption et infractions assimilées. L'annonce a été faite ce vendredi même par le procureur de la République, Adou Richard Christophe. Les mises en cause exercent dans des entreprises ivoiriennes. Le préjudice est estimé à plusieurs dizaines de milliards de francs CFA. Le procureur, je rappelle, a été saisi par la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Reportage signé Gabriel Zani. 15 dossiers sont ouverts au parquet du tribunal de première instance. Un magistrat, un administrateur civil, des anciens directeurs généraux d'entreprises publiques et privées, des directeurs financiers et des sages-femmes sont concernés par des affaires de corruption et infractions assimilées. Le procureur de la République, Adou Richard, a tenu à faire le point sur les dossiers. Sur ces 15 dossiers, 3 procédures ont fait l'objet de l'ouverture d'informations judiciaires chez les juges d'instruction du 7e et du 8e cabinet du tribunal de première instance d'Abidjan. Les 12 autres procédures sont, pour certaines, en complément d'enquête et pour d'autres, en cours d'enquête à la Haute Autorité, à la section recherche de la Gendarmerie nationale ou à la police économique et financière. Les faits reprochés aux personnes mises en cause dans les dénonciations et plaintes reçues s'articulent autour de la corruption, de l'abus de fonction, du détournement de deniers publics et privés, de l'enrichissement illicite et du blanchiment de capitaux. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance a saisi le parquet. Parmi les personnes mises en cause dans les dénonciations et plaintes reçues, certaines ont été auditionnées, d'autres ont été convoquées pour répondre des faits reprochés. C'est le cas de l'ancien directeur général de la SICOJ, Kamara Loukiman, entendu le jeudi 13 septembre à la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Il a été le premier à s'exprimer sur son cas par voie de presse. Il s'agit de la moralisation de la vie publique. Toutes les personnes qui, à divers titres, ont eu à gérer des deniers publics doivent s'attendre à des redditions de comptes dans la mesure où il y a eu des dénonciations. Et c'est la Haute Autorité qui est chargée donc de réprimer la corruption et les infractions assimilées qui l'a convoqué. Les personnes reçues jusqu'alors dans ces affaires de corruption, des détournements de deniers publics ne sont pas inculpées ni interpellées, précise le procureur. M. Kamara est député. Nulle part il n'est dit qu'un député ne pouvait pas être entendu. L'audition est différente de l'interrogatoire et de la poursuite. Ce que la Constitution ne permet pas de faire en ce qui concerne un député, c'est l'arrestation et la poursuite, qui ne peuvent être faites que lorsque l'autorisation a été donnée par la Chambre à laquelle il appartient. Mais en ce qui concerne les auditions, tous les députés peuvent être entendus.
Les personnes visées sont seulement entendues dans le cadre des enquêtes relatives aux dossiers dans lesquels elles sont citées. Ces affaires de corruption, de détournement de fonds publics concernent plusieurs dizaines de milliards de francs CFA. Voilà, l'État ivoirien qui est ainsi engagé contre la corruption et veut maîtriser les risques budgétaires. Mais comment assurer une gestion qui réduise les risques dans des proportions qui n'entravent pas la santé des finances publiques? La question fait l'objet de réflexions à Grand Bassam où sont réunis les spécialistes du ministère de l'économie et des finances ainsi que du secrétariat d'État chargé du budget et du portefeuille de l'État. On en sait plus avec Adama Koné. Le gouvernement ivoirien veut prendre toutes les garanties pour une exécution efficiente du plan national de développement PND 2016-2020 évalué à 30 000 milliards de francs CFA. La bonne gestion de ces fonds nécessite une maîtrise des risques à éviter. Pour cela, depuis 2 jours, les spécialistes sont réunis à Grand Bassam. L'exercice vise 3 objectifs. Premièrement, il permettra d'identifier les risques budgétaires dont la surveillance éventuelle pourrait compromettre la tenue des cibles macro-budgétaires et partant le succès de la stratégie d'émergence et la confiance des investisseurs et des marchés. Deuxièmement, il sera l'occasion pour notre pays de se doter d'outils d'analyse afin d'assurer une identification exhaustive et un suivi attentif de ces risques budgétaires. Troisièmement, ce séminaire permettra de promouvoir davantage la transparence budgétaire. Il s'agit donc de consigner dans un document les risques liés au cadre macroéconomique, aux entreprises publiques, ainsi qu'à certains risques particuliers, de sorte à donner aux gestionnaires des dépenses et recettes publiques les clés d'une démarche sans faute dans l'exécution du budget. C'est une innovation dans la gestion des finances publiques. Il s'agit d'un exercice nouveau. De plus, cet exercice ne bénéficie pas réellement de véritables normes ou de cadres déjà établis. À ce titre, il me plaît de vous rappeler que pour aider à élaborer ce document, la Côte d'Ivoire a bénéficié d'une assistance technique du FMI qui a permis de jeter les bases de cet exercice. Le séminaire de Bassam se tient avec le soutien de la Banque africaine de développement BAD à travers le projet d'appui à la gestion économique et financière, PAGEF. Il s'achève ce samedi 15 septembre. Voilà, je l'annonçais dans les titres, le traditionnel dialogue entre gouvernement et partenaires au développement a eu lieu ce vendredi à la primature. Le bilan de la mise en œuvre du PND 2016-2020 a été dressé. Il en ressort des avancées, notamment au niveau du maintien du taux de croissance, mais des défis restent à relever au niveau de l'inclusion financière. Les partenaires au développement ont salué l'amélioration substantielle du recouvrement des impôts et taxes. Ils ont par ailleurs encouragé le gouvernement ivoirien dans sa volonté d'améliorer la performance, l'administration et la modernisation de l'État. Il est né il y a juste quelques semaines et fait partie de la famille politique ivoirienne. Il s'agit de Concorde, le Congrès pour la consolidation de la République et le développement qui a adhéré officiellement au RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Le président du parti Concorde, Alcide Guégué, ex-ambassadeur de la Côte d'Ivoire auprès des Nations Unies, envisage de rassembler toute la classe politique en adoptant une stratégie nouvelle. Il appelle à préserver les acquis en termes de développement et de paix en Côte d'Ivoire. Le vice-président du RHDP unifié, Albert Mabry Touake, salue l'adhésion de Concorde au parti unifié RHDP. La ACA, c'est la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle qui vient de tenir une réunion afin de fixer le cadre réglementaire des élections régionales et municipales qui auront lieu ici en Côte d'Ivoire le 13 octobre prochain. Je vous propose le communiqué de la ACA avec Sidonie Davila. En ce qui concerne les médias audiovisuels des services publics, à compter de la publication de la liste des candidats par la CEI, les médias audiovisuels des services publics doivent veiller à un accès équitable à leurs antennes des candidats, partis et groupements politiques, ainsi qu'au respect des principes du pluralisme des courants d'opinion et de l'équilibre de l'information dans les circonscriptions électorales dont ils assurent la couverture médiatique.
À compter de l'ouverture officielle de la campagne électorale, les médias audiovisuels de service public doivent veiller dans la programmation des journaux, reportages, débats et émissions spéciales dédiées à la campagne au respect du principe de l'égalité d'accès et de traitement à leurs antennes des candidats, partis et groupements politiques dans les circonscriptions électorales dont ils assurent la couverture médiatique. En ce qui concerne les radiodiffusions sonores privées non commerciales, dites radios de proximité et comprenant les radios confessionnelles. Dans le cadre de la campagne électorale, la ACA autorise les radiodiffusions sonores privées non commerciales, dites radios de proximité, à diffuser des messages relatifs à la citoyenneté, à la cohésion sociale, à la sensibilisation sur le scrutin et à relayer, y compris en synchrone, les émissions spéciales ou d'informations diffusées sur les médias de service public. Ces radios demeurent cependant, conformément à la réglementation en vigueur, interdites de produire, de programmer et de diffuser des émissions à caractère politique. Elles ne peuvent donc couvrir ni rendre compte des activités relatives à la campagne électorale. En ce qui concerne la proclamation des résultats, la ACA rappelle que les médias audiovisuels, dans leur ensemble, ne peuvent diffuser que les résultats proclamés par la Commission électorale indépendante, CEI. La ACA, pour une couverture médiatique réussie de l'élection des conseillers régionaux et des conseillers municipaux, tient au respect scrupuleux de ces décisions. Nous partons pour Grand Bassam où se tient une rencontre régionale sur les programmes d'information des radios et télévisions publiques de l'espace CEDEAO. Après la cérémonie d'ouverture hier jeudi, place aux travaux en commission ce vendredi. Vous allez le voir, des propositions ont été faites, notamment la mise en place d'un réseau de correspondants des radios et télévisions publiques. Ouattarmadou Walter. À Grand Bassam, 13 radios et télévisions publiques de la CEDEAO réfléchissent en ce moment sur le traitement de l'information et les mécanismes pour la rendre plus accessible à tous les médias des pays membres. Les contenus doivent être davantage enrichis et refléter cette proximité culturelle et économique de la sous-région. Cela passe par un partage d'expériences, s'accordent les présidents de commission. En dehors du traitement des éléments factuels, il y a aussi le traitement des magazines, des propositions des sujets de débat. Par exemple, sur des questions politiques, ils peuvent avoir des invités qui, au cours du débat, peuvent aborder des thématiques qui peuvent intéresser, qui peuvent servir d'exemple pour les autres pays de la sous-région. En dehors des questions politiques, il y a aussi des questions de développement. Définir le cadre de coopération, de ce partenariat entre les radios et télévisions des États membres de la CEDEAO. Ensuite, nous allons voir quelles sont les missions qui seront assignées à ce cadre de coopération et quels sont les moyens dont nous disposons pour que cette mise en œuvre soit effective. 13 pays de la CEDEAO ont répondu présent sur 15 invités. Les représentants soutiennent tous que les Africains sont mieux placés pour parler des réalités de leur continent. Prendre les choses en main. Les informations provenant de chez nous, que ces informations soient traitées par nous-mêmes et mises à la disposition des autres collègues et des autres chaînes et même, pourquoi pas, de l'international. Il faut qu'il y ait cette coopération, cet échange d'images, de reportages, d'éléments et qu'on soit informé au même moment, différemment de ce qu'on a l'habitude d'avoir. Ça va changer les lignes éditoriales ou les offres éditoriales de chacun de nous, bien entendu. Je donne un exemple concret. Dans un pays, on est frileux d'engager des débats politiques à la télévision. Et on voit que le Sénégal, ou que le Burkina, ou que le Bénin, il y a ces débats-là, mais les autres pays frileux dans ce sens-là vont s'affranchir, vont libérer leurs journalistes afin qu'ils fassent des débats politiques. C'est un exemple. Nous avons appris beaucoup les uns des autres. L'expérience ivoirienne nous a vraiment édifiés en ce sens que nous avons trouvé une innovation ici, l'institution d'un poste de médiateur de la RTI.
Il nous a fait un exposé qui nous a vraiment édifiés. Et nous pensons, une fois au pays, suggérer la même chose. Ce qui va fondamentalement changer, c'est notre façon, notre méthode, notre mode opératoire de faire les reportages. Et c'est justement à ces cadres-là que nous sommes en train de travailler, ne plus présenter en fait l'Afrique de la perspective des Occidentaux. Si vous êtes en Europe ou quelque part dans une autre contrée, les images de l'Afrique que vous allez voir, ce sera l'image d'une Afrique qui est avancée, l'image d'une Afrique qui est développée et non plus l'image d'une Afrique d'un continent noir, d'un continent des primitifs. Avant l'adoption des recommandations et résolutions, on retient parmi tant d'autres propositions que la réalisation des émissions de débat avec la participation de journalistes autres que ceux des pays concernés va contribuer à l'équilibre de l'information, donc à la démocratie. On en arrive à notre dossier vide d'ici de ce 20h. Nous marquerons un arrêt ce soir à l'INPHB et à l'NCA. Chaque année, les meilleurs élèves se bousculent pour entrer dans les écoles d'excellence comme l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny et l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée. De l'admission à l'insertion professionnelle en passant par la formation, les étudiants ont un challenge, rester excellents. Mais comment s'y prennent-ils? Comment surtout maintiennent-ils le cap? Réponse dans le dossier vide ici, signé Didier Nguessan, Salima Toudia et Christelle Mena. « 6h du matin, à Yamoussoukro, Emmanuel, 18 ans, est invité à un événement très important. L'amphi de rentrée de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, INPHB, son école. Si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes méritant. Première ligne droite d'un cursus au sein du premier groupe d'écoles d'ingénieurs en Afrique francophone. Je me dis en fait que je fais partie de ceux-là même qui sont reconnus par l'État comme étant des élèves brillants. Que je suis à mes grande joie. Pour en arriver là, il a fallu pour cette finaliste du concours Miss Mathématiques 2016 décrocher un baccalauréat série C au lycée Mamie Fété de Bingerville. Puis réussir au concours d'entrée de l'INPHB qui retient en moyenne 600 élèves sur 1700 candidats. Elle entame sa première année de classe préparatoire aux grandes écoles de l'INPHB avec un seul rêve, devenir pilote. La peur a souvent régné, mais je retiens que je suis venue à l'INP, pas pour m'amuser, mais j'ai un objectif, celui de briller et d'être quelqu'un d'humain. Même envie de réussir chez Abigail. Depuis le Libéria, son pays natal, elle a passé le concours d'entrée à l'ENCA, École nationale de statistique et d'économie appliquée. Elle s'en souvient. Quand j'ai eu mon bac, j'ai préparé le concours pour 2 mois. Avec mes amis de l'université en statistique, économique et mathématiques. On était 60, mais ils ont retenu seulement 6 personnes. Abigail souhaite retourner travailler au Libéria après l'obtention de son diplôme. Mais que d'étapes à valider pour obtenir ce parchemin. Les étudiants, en plus des cours traditionnels, doivent faire leurs preuves pendant les activités extrascolaires. L'idée du club de débat et de réflexion à travers ces activités telles que la plaidoirie permet à l'étudiant de mieux s'accoutumer avec le public. À l'INPHB, on étudie dans des bâtiments datant des années 60. Derrière ces vieilles pierres, une pépinière, celle de l'élite du pays. On les forme, transforme, pour atteindre l'excellence à l'image des hauts cadres du continent. Il faut travailler d'arrache-pied pour espérer être parmi les meilleurs. C'est souvent chacun pour soi. La concurrence ici est absolument rude. Si quelqu'un est premier de classe, c'est qu'il a déjà été premier de classe dans son école d'où il vient et il va conserver cette place. Pour lui dérober cette place-là, il ne suffit pas seulement de bosser encore plus. D'abord, il y a ton génie. Tout le monde veut être le meilleur des meilleurs. Mais il n'y a qu'un seul meilleur, comme on le sait. Et ce meilleur-là, j'espère que ça sera l'un d'entre nous. Ils sont de 14 nationalités pour 3248 élèves en formation initiale, dont 25% de filles à rejoindre les 7 grandes écoles de formation initiale. L'agronomie, les mines et géologie, les électroniques et électricité appliquées ou encore la zootechnique font partie des 52 filières enseignées. L'école n'hésite pas à s'engager pour assurer l'employabilité de ses étudiants. Pour cela, elle s'allie avec plus de 30 établissements à travers le monde et plus de 50 entreprises partenaires. On regarde les domaines et nous établissons des contacts et lorsqu'il y a un consensus, nous signons des accords de partenariat. C'est des partenariats gagnant-gagnant puisque avec les grandes écoles en France, il s'agit de mobilité.
Et il s'agit aussi de nous aider à recruter les meilleurs élèves. Toutes les bonnes écoles du monde cherchent les meilleurs élèves possibles pour pouvoir faire leur renommée. La coopération est aussi sous-régionale. Abdou Diouf a fait les bancs de l'ENCA en 2009. Il dirige aujourd'hui l'école de statistique de Dakar. Nous avons un concours commun, un jury commun, des programmes communs et des étudiants africains sont dispatchés dans ces écoles indépendamment de leur origine géographique. Et c'est toujours enrichissant. Miser sur des cadres bien formés qui prendront la relève. 56 ans plus tard, même recette et toujours le même succès. Le fait d'intégrer des anciens élèves dans la gestion de l'établissement et aussi en tant que professeur, c'est un modèle de réussite et ça fait partie de notre esprit. Plusieurs distinctions font de l'ENCA une référence en Afrique et dans le monde. En 2015, la Banque mondiale choisit l'établissement comme son centre d'excellence en Afrique. 10 ans plus tôt, l'UEMOA lui reconnaissait cette même qualité à l'échelle de la sous-région. L'excellence dans l'enseignement supérieur est définie à partir de plusieurs critères. L'un des critères, c'est le fait de pouvoir accueillir des étudiants internationaux, donc l'attractivité. Autre élément de critère, c'est donc l'efficacité interne. Ça signifie la capacité des étudiants à apprendre, à être diplômés. Et aussi l'efficacité externe, c'est-à-dire leur insertion dans le monde professionnel. Du côté de Yamoussoukro, c'est l'heure des retrouvailles entre anciens élèves de l'INPHB. Des rendez-vous réguliers pour se remémorer les années école, mais aussi soutenir la candidature de leurs cadets à certains postes. Nous nous retrouvons très souvent aussi bien donc à Yamoussoukro qu'à Abidjan. C'est surtout donc avec les anciens qui sont donc en entreprise, que ce soit dans le privé, dans l'administration publique, donc pour pouvoir donc échanger un peu sur les possibilités donc qui puissent nous épauler non seulement dans la formation. Si on a besoin aussi d'aider nos étudiants qui sont avec nous, et soit pour les placer en stage ou bien pour les placements pour des emplois. Être un pôle d'excellence pour former l'élite, améliorer la qualité des enseignements restent entre autres les objectifs à atteindre pour l'INPHB. Les deux établissements représentent des pôles d'excellence. Préserver cette notoriété les 50 prochaines années reste le défi à relever. Voilà la quête de l'excellence, un défi que devraient relever donc tous les élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. C'était le dossier Vide ici commenté pour vous par Christelle Menant. Hier jeudi, s'est ouvert ici à Abidjan une rencontre donc qui s'est ouverte, une rencontre préparatoire du groupe des Amis du Golfe de Guinée. Ce groupe composé de 7 pays s'est donné pour objectif de lutter contre la piraterie et autres crimes maritimes. La tenue de cette réunion préparatoire vise à renforcer les capacités nationales de lutte contre la piraterie maritime. Herman Guivet pour les explications. Une cinquantaine d'experts africains du secteur maritime réunis à Abidjan pour cette réunion préparatoire du groupe des Amis du Golfe de Guinée. Au centre de leurs échanges, la sécurité dans cette partie du continent. Il s'agit pour ce groupe d'accompagner les États du Golfe de Guinée dans la lutte contre la piraterie et autres crimes maritimes. Une mission qui découle d'un constat. En dépit des efforts déployés par les États du Golfe de Guinée, les statistiques relatives à la criminalité maritime sont très élevées. Toute initiative, réflexion ou proposition pouvant permettre de casser ce pic d'insécurité dans le Golfe de Guinée sont les bienvenues. Cette rencontre préparatoire d'Abidjan permettra, dans un premier temps, d'examiner dans une approche participative les questions liées aux défis sécuritaires dans les différentes zones maritimes. Puis, dans un second temps, de proposer des thématiques d'intérêt régionaux qui feront l'objet de discussions avec les partenaires du G7++ lors de la rencontre de décembre. Les travaux devront, à ce titre, refléter la volonté des États participants de voir la situation sécuritaire maritime du Golfe de Guinée s'améliorer significativement et des propositions concrètes devront en sortir. Des propositions et réflexions très attendues. Cette lutte ne sera pas facile. Mais nous devons y faire face, main dans la main. Nous en avons les possibilités et je suis optimiste sur les résolutions qui émaneront de vos travaux. Pour ma part, permettez-moi au nom du gouvernement de son Excellence, Monsieur le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, de vous encourager dans cette bataille. On ne le dira jamais assez. Si nos économies reposent actuellement sur la production de matières premières, notamment agricoles, l'émergence et le développement de nos pays passeront nécessairement par la croissance d'une économie maritime durable.
Une réunion préparatoire qui marque le début officiel des activités du groupe G7++, dont la session 2018 est placée sous la coprésidence de la Côte d'Ivoire et du Canada. On est en concertation justement avec les partenaires du G7 et je pense qu'on va pouvoir élaborer plus à la rencontre à Abidjan en décembre. Coordination interrégionale, renforcement des capacités nationales de lutte contre la piraterie et renforcement de la coopération policière et judiciaire, 3 grands défis à relever. La Convention de la société civile ivoirienne vient de rendre public son rapport d'observation sur la liberté de circulation des voyageurs et des migrants dans l'espace CEDEAO. C'est un travail conjoint réalisé sur les axes Abidjan-Pogo et Zégoua-Bamako. Le racket et le non-respect des droits des migrants sont entre autres les pratiques anormales constatées. Salimatou Dia, Grace Kando, le reportage. Tracasserie routière, extorsion de fonds, discrimination envers les non-nationaux, ce sont là les mots qui fragilisent la liberté de circulation dans l'espace CEDEAO, selon la Convention de la société civile ivoirienne et l'Association malienne des expulsés. Des pratiques de racket observées sur l'axe Abidjan-Bamako et qui entravent les droits des voyageurs et des migrants. Ça rentre dans ce que l'Union économique monétaire ouest-africaine appelle les pratiques anormales. Ce sont des pratiques anormales qui peuvent constituer un frein, n'est-ce pas, à la liberté de circulation. Le rapport d'observation de la mission conjointe Côte d'Ivoire-Mali intitulé « Axe Abidjan-Pogo et Zégoua-Bamako », la liberté de circulation en souffrance a été présentée à la presse, aux décideurs et aux parties prenantes. Qu'il fallait agir, interagir, et ce que nous pouvons faire en tant que société civile, c'est que ce document lui-même, ce rapport, est un document de plaidoyer, naturellement. Donc c'est de permettre aux autorités de prendre en considération, effectivement, nos différentes recommandations qui vont permettre à l'amélioration de la situation sur les axes, n'est-ce pas, routiers de Côte d'Ivoire et du Mali. Application du protocole de la CEDEAO relatif à la libre circulation des personnes et des biens, l'interdiction des stigmatisations des migrants sont des recommandations de la société civile pour une politique migratoire en phase avec les droits des migrants. Je vous conduis maintenant au Bénin pour nous imprégner de cette idée ingénieuse. Vous allez le voir, les déchets organiques servent à faire du gaz. Par semaine, ce sont des tonnes de déchets qui sont recyclés pour le grand bonheur d'une centaine de ménages qui évitent ainsi du charbon de bois pour la cuisine. Alexis Ouedraogo. Ce centre, dans le village de Ouegbo au Bénin, transforme environ 6 tonnes de déchets organiques par semaine en 200 mètres cubes de biogaz. Une activité qui permet d'éviter la consommation de charbon de bois. Depuis quelques mois, une centaine de ménages ont d'ailleurs passé un contrat avec l'entreprise en charge du projet et viennent directement livrer leurs ordures au centre. Chaque ramasseur est rémunéré au poids, 250 francs CFA pour 10 kg de déchets. Vous avez des épluchures, tout ce qui est des restes de manioc, vous avez des couronnes d'ananas, et là, vous avez un peu le mauvais exemple aussi de tout ce plastique, de toute cette terre, des boîtes de conserve qui sont mélangées. En prospection pour l'installation d'un centre pilote au Ghana et au Togo voisin, c'est finalement ici, dans ce village, particulièrement enthousiaste au projet, que l'homme d'affaires a posé ses valises il y a moins d'1 an. Aujourd'hui, on demande aux ménages, aux familles, aux institutionnels de nous apporter leurs déchets, surtout du déchet organique, ce qu'on appelle le déchet solide ménager, et ils se voient rémunérés. On produit du biogaz, on produit du compost, on produit de l'effluent. Tout ça, ça fonctionne avec de l'énergie solaire. On a une distribution d'eau potable, on a de la pisciculture. Donc c'est une vraie économie en fait qui sert la société et qui en fait prend soin de son environnement. Le gaz est conditionné dans d'immenses poches blanches en plastique et portables à dos. Les déchets ne sont plus de casse-tête, ne sont plus de problèmes, mais les déchets, c'est une opportunité. Comme j'aime bien le dire, les ordures, c'est de l'ordure. De l'ordure en ce sens que quand vous lui apportez une valeur ajoutée, alors là, ça devient réellement de l'or, de l'opportunité. Notons que le taux d'évacuation des ordures pour tout le Bénin est en moyenne de 17%. Voilà, les déchets organiques valent donc de l'or au Bénin. Pour le reste de l'actualité, je vous propose un bref tour en Corée, aux États-Unis d'Amérique et au Mali, frappé par des pluies diluviennes dans le nord. Olivier Iriebi, Sidonie Davila. Les élections législatives au Mali ont été repoussées d'1 mois,
Eux se dérouleront les 26 novembre et 16 décembre, a annoncé hier le gouvernement. Selon le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation, ce report est dû à la grève des magistrats qui a empêché le dépôt des candidatures dans les délais prévus. Les législatives au Mali devraient initialement avoir lieu les 28 octobre pour le premier tour et le 18 novembre pour le second. Le mandat des députés maliens prend fin le 31 décembre prochain. L'ouragan Florence a atteint ce vendredi les côtes de la Caroline du Nord aux États-Unis. Durant la nuit du jeudi au vendredi, il a toutefois été rétrogradé, mais reste très dangereux du fait des pluies torrentielles qui ont provoqué des inondations et des coupures de courant. Avec des vents soufflant à 150 km/h, il reste comme une menace pour les habitants des zones à risque, selon la météo. Près de 90 000 personnes sont déjà sans électricité. Séoul et Pyongyang ont ouvert ce vendredi une sorte d'ambassade commune dans une localité nord-coréenne située entre les deux pays. Le bâtiment de 4 étages comprend des bureaux séparés pour le nord et le sud, ainsi qu'une salle de conférence commune. Il est destiné à faciliter les échanges transfrontaliers et intensifier les relations entre les deux États. Cette inauguration intervient en amont de la visite la semaine prochaine à Pyongyang du président sud-coréen Moon Jae-in. Fin de ce 20h, merci à vous tous de votre aimable attention. Je vous retrouve avec le même plaisir demain à la même heure.